Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission portant sur l'actualité internationale de la semaine. Nous allons encore ce soir faire le tour de quelques questions d'actualité et ce sera avec Morgana Sogba-Metonji, consultant en analyse géopolitique et collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité. Morgane, bonsoir. Bonsoir. Joël Ataï-Gedegbe, expert en gouvernance, bonsoir. Bonsoir, M. Noumon. Hamzat Abdoulaye, analyste politique et géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien. Nous retrouvons avec plaisir Morgane qui nous aura fait non pas faux bond, mais pris par d'autres impératifs professionnels. Le premier sujet, ce sera autour de cet ultimatum posé par la CEDEAO à l'endroit du Mali au sujet de la libération de ces 46 soldats ivoiriens détenus dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Un ultimatum, c'est quelque chose d'assez préoccupant, surtout lorsqu'on regarde déjà l'expérience des ultimatums dans cet espace-là depuis l'avènement à nouveau des coups d'État. On se rend compte que la plupart des fois qu'il y a eu des ultimatums, surtout à l'endroit d'un État comme le Mali, il y a eu difficilement décision de se soumettre à ces ultimatums. Et donc les sanctions ont suivi et les conséquences qu'on a pu observer jusque-là, c'est que le Mali, dans sa dynamique, n'a pas souvent cédé aux sanctions. Et donc on est probablement, à moins qu'il y ait des données qui aient changé dans le camp malien, on est probablement en train de vouloir vivre la même chose, c'est-à-dire un ultimatum avec possibilité de prendre des mesures, c'est-à-dire des sanctions, à compter du 1er janvier 2023. Et probablement le Mali, si on regarde, on fait référence à cette jurisprudence récente, le Mali ne cédera pas. Et donc, il y aura encore des mesures, il y aura des sanctions, simplement parce que les méthodes diplomatiques semblent avoir échoué dans cet espace de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on se pose des questions par rapport à l'effectivité de l'ensemble des démarches au niveau des chefs d'État et aussi par rapport à la réelle situation qui prévaut, qui empêche ces chefs d'État. Parce que si on regarde la chose sous un autre angle et on se dit, si on retrouvait peut-être au Nigeria des soldats d'un autre État et qui, de façon claire, ne justifiaient pas de leur présence sur ce territoire, est-ce qu'on pourrait avoir un ultimatum dans la même dynamique? Est-ce qu'on assisterait à cette situation? Puisque là, vous avez à la fois une situation juridique, puisque la question est déjà portée devant les juridictions, et une situation politique. C'est un cas de figure qui risque de nous ramener à ce à quoi on a assisté, un Mali assez déterminant et des résultats peu probables dans la question de l'Afrique de l'Ouest et de l'attitude de la CEDEAO. Hamzat Abdoulaye. Alors, l'ultimatum de la CEDEAO apparaît à nouveau comme ce qu'on a toujours rejeté des forces multilatérales, des institutions multilatérales. Et je pense que la CEDEAO n'avait pas à donner cette injonction. Moi, je trouve que c'est une injonction à un État souverain, à un État qui veut régler ses problèmes à sa façon, parce que ça part d'un fait concret et précis. C'est que ces 46 désormais militaires entre griffes mercenaires ont foulé le sol malien en étant dans une irrégularité complète et totale. Et cette irrégularité s'est accentuée par le flou qu'il y a eu autour et par l'influence et l'implication d'une certaine façon de la Côte d'Ivoire. Donc, à ce niveau, on est face à un imbroglio à la fois juridique et un imbroglio aussi diplomatique. Donc, nous sommes face à une double impasse. Et face à tout ça, et face à cette pression aussi venant de l'international, parce qu'on sait que le Mali a un régime d'exception, avec à sa tête une jeune junte qui veut quand même gérer une transition pour aller au processus démocratique avec le contexte sécuritaire compliqué qu'on sait au Mali, eh bien, face à cette double impasse, il va falloir faire un choix rapidement et
la pression de la CEDEAO n'aide pas le Mali. Ça vient au mauvais moment et dire au Mali qu'il faudrait au plus de grand âge, janvier, pour libérer ses 46, ça ne tient pas la route. Et j'ai comme l'impression qu'on a une CEDEAO contestée, d'ailleurs, on l'a dit plusieurs fois sur vos plateaux, j'ai comme l'impression donc que la CEDEAO est devenue un peu comme une force ou un individu, une institution qui apparente sa force ou son pouvoir à un gros marteau. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, il voit tous les problèmes comme des clous et il faut taper dessus. Et c'est pas normal. Nous sommes dans ce qu'on appelle de la diplomatie sous-régionale qui implique aussi un multilatéralisme, mais qui doit plus être à l'écoute des États, plus à l'écoute des peuples. On a une CEDEAO qui sort de ce contexte, de ce double contexte, et qui bombe le torse juste parce que voilà, le Mali ne répond pas à ses exigences, l'État actuel malien ne répond pas à ses exigences. Donc je trouve que cette imposition est hors contexte. Hors contexte. Peut-être parce que la CEDEAO a utilisé tous les canaux diplomatiques convenus pour arriver à solutionner ce problème. Non, je ne crois pas. Vraiment, il est regrettable que la CEDEAO se fourvoie dans des mesures inopérantes et dans de la gesticulation et s'éloigne de la diplomatie et en plus de sa raison d'être. Vous pensez qu'il n'y a pas eu assez de diplomatie? Je ne crois pas. Depuis le temps où pratiquement tous les pays se sont impliqués dans cette, du Nigeria au Ghana, au Togo. Il y a la manière. Il y a bientôt 1 an, c'était déjà des menaces, c'était des sanctions très lourdes et qui ont dressé l'opinion publique, pas seulement malienne. Oui, mais pas sur ce sujet. Non, je reviens sur ça. Justement, il y avait donc d'autres menaces, il y avait d'autres sanctions qui n'ont eu pour effet que de radicaliser la junte au pouvoir au Mali, de dresser l'opinion publique ouest-africaine et donc pas que malienne et contre la CEDEAO. En cas, il y a une difficulté à lire, à décrypter la volonté, sinon le dessein de la CEDEAO face à certaines situations. Et pour tout dire, par rapport à la gouvernance en Afrique de l'Ouest, si elle détourne pudiquement le regard de la malgouvernance dans nos pays, elle est encore moins crédible en voulant, par ces mesures, se racheter, donner l'impression de vouloir de l'effectivité, de régime constitutionnel adossé à la démocratie, en cas aux valeurs qui sont mises en avant. Voilà. Et pour prendre la question des 46 soldats ivoiriens retenus aujourd'hui ou arrêtés en Côte d'Ivoire, ils ont débarqué a priori dans le cadre d'une opération onusienne. Si la CEDEAO tient à se substituer à l'ONU, libre à elle. On va pas refaire ce débat, mais dans le même temps, c'est ce même Mali qui au-delà, dans ce même Mali, c'est ce même Mali qui au-delà de toute procédure judiciaire a mis en balance, a proposé un échange entre ces soldats et des idées politiques. Donc du coup, on ne peut pas reprocher. C'était une erreur. C'était une erreur. C'est un peu trop facile de le dire. La question. Oui, voilà, la question qui se pose, c'est que c'était une maladresse en tout cas. Une maladresse. Qui n'a pas été au crédit de la junte. Voilà, au Mali, j'en conviens. Oui, la question que je veux poser, c'est que est-ce que les pays, on a l'impression que voilà, la CEDEAO est responsable de tout. Il y a de ma gouvernance un peu partout. Donc le Mali a peut-être raison de faire ce qu'il fait. Mais est-ce que, objectivement, les pays de la CEDEAO peuvent se permettre de laisser passer, prenons les pays isolément, peuvent se permettre de laisser passer ce type, on va dire, d'imbroglio, simplement parce qu'on a l'impression, ce n'est qu'une impression, que c'est, on va dire, un cas de règlement de compte entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire si demain le Bénin, le Togo
sont dans cette même condition. Donc le Bénin peut profiter d'une occasion pour mettre la main sur des intérêts togolais et dire, bon, écoutez, on va donnez-nous aussi, nous allons faire ça. Ce ne sera pas la première fois au plan des relations internationales. Justement, mais est-ce qu'il faut l'encourager? La question est de savoir si la CEDEAO a les moyens de sa politique. Elle a donné le 1er janvier comme ultimatum. Oui. Donnons-nous rendez-vous au 2 janvier pour voir ce qui a bougé et si ça va décider la junte à obéir aux desiderata de la CEDEAO qui s'adonne à des politiques de poids de mesure qui ferment pudiquement les yeux sur ce qui relève de son mandat Oui, comme la bonne gouvernance. Il y a un protocole additionnel relatif à la démocratie, à la bonne gouvernance, par rapport auquel la CEDEAO aurait pu se montrer. Mais on a vu à l'occasion des révisions constitutionnelles dans certains pays, ce qui a amené... Oui, bon, et puis on a vu... Bon, je rappelle le président Condé... je rappelle encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut, que ce sont les parlements de ces pays-là qui ont ouvert la voie à ces révisions constitutionnelles. Et que la CEDEAO n'a pas le pouvoir d'aller interférer dans des... Non, elle n'a même pas protesté symboliquement. Maintenant, je ouvrais la voie et se donner les moyens d'aller récupérer les 46 soldats ivoiriens à Bamako. Et puis, on applaudirait, ou en tout cas, on prendra acte de sa capacité désormais à jouer aux gendarmes dans la sous-région. Sur le terrorisme, où sont ces réponses-là? On ne les voit pas. Vous avez mis à l'ordre du jour de notre discussion la question de la force qui va être créée. Et comme par hasard, pour arrêter les coups d'État, même pas pour aller contingenter la poussée terroriste dans les pays du Sahel. Mais où est la crédibilité de cette institution? Oui, mais il est quand même important ici de séparer le fait, c'est-à-dire ces 46 soldats qui se retrouvent sur le territoire malien et qui sont d'origine ivoirienne et dont la présence ne semble pas être claire, c'est un fait, et aucun État, que ce soit le Nigeria, le Bénin, même la Côte d'Ivoire, ne laisserait passer cela. Des soldats d'une force armée étrangère qui se retrouvent sur votre territoire sans... D'accord, entre nous, ce n'est que le Mali qui dit ça. Plus personne ne dit ça. Non, mais attendez... Tous ceux qui en fait, ce n'est que le Mali qui est sur cette position. Attendez que... Tous les autres partenaires disent le contraire. Attendez que 50 soldats... Maliens se retrouvent sur le sol ivoirien et regardez le comportement de la Côte d'Ivoire. Oui, bon, là vous forcez un peu le trait. Non, les soldats ivoiriens ne sont pas retrouvés du jour au lendemain comme ça, ne sont pas tombés de l'espace. En fait, exactement. Et au manque de procédures claires, à tout le moins, même s'ils sont arrivés dans le cadre des Nations Unies. Je ne parle pas des défenseurs de la Côte d'Ivoire, mais ce manque de procédures claires a contingenté les autres déploiements des contingents béninois, des contingents des autres nationalités, de tous les contingents, des contingents, même avant. Le Bénin n'envoie pas des troupes sous couvert d'identité douteuse et sur d'autres territoires. Là, vous reprenez. Vous reprenez. Je pense que vous reprenez. Vous reprenez quelques informations, quelques informations douteuses, à l'origine douteuse. En tout cas, moi, je ne crois pas que... C'est assez important, surtout lorsque vous observez le rétropédalage des Nations Unies. Les Nations Unies, dans un premier temps, ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas ces soldats comme faisant partie du contingent qui était censé travailler avec les Nations Unies. Et de l'autre côté, du jour au lendemain, ils disent que maintenant, il y a une situation. C'est un état des choses qui marque un fait. Et en matière de sécurité nationale, c'est tout à fait compréhensible que les autorités du pays concerné, fût-il Mali ou tout autre pays, décident de voir clair. Maintenant, lorsque vous laissez cet aspect de sécurité nationale, cet aspect aussi juridique qui fait qu'on a déjà entamé une procédure juridique, et que vous parlez de l'aspect diplomatique ou géopolitique, c'est tout à fait compréhensible et même acceptable dans le domaine géopolitique qu'on cherche à négocier. Étant donné, la dernière fois, vous avez vu, la Russie a échangé un soldat avec les États-Unis. Et pourtant, la Russie et les États-Unis... Un vendeur d'armes contre une basketteuse. Et pourtant, accusé de consommation de drogue. Donc, tous les moyens sont... Personne n'a crié. Mais c'est exactement, sur le plan géopolitique, la même chose que le Mali a essayé de faire avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, oui, nous avons 46 soldats qui sont ivoiriens. Vous avez quelque chose qui nous intéresse.
Si vous voulez, on met de côté toute la procédure juridique, on met de côté les considérations et on parle d'État à État. Ils n'ont pas accepté, ce qui est aussi compréhensible. Maintenant, le fait de vouloir utiliser cela comme un argument qui montrerait que le Mali ne serait pas crédible dans sa démarche de vouloir s'attaquer en griffe à la question de ces 46 soldats qu'il considère comme mercenaires, ça ne tient pas. Si on regarde la chose sous un angle géopolitique, c'est compréhensible. Mais si on veut regarder la chose sous un angle social et juridique, on peut faire place à ces considérations. Et c'est aussi pour dire que la CEDEAO se retrouve dans une situation où elle va au-delà de son mandat, dans son comportement. Techniquement, il ne revient pas à la CEDEAO de faire de pareilles exigences au niveau du Mali. C'est une question entièrement et purement bilatérale, si on doit s'en tenir à ce fait. Et donc, la CEDEAO n'aurait pas mandat à intervenir et à donner un ultimatum au Mali par rapport à son affiliation à la CEDEAO. Parce que qu'est-ce qui est utilisé ici pour donner un ultimatum au Mali? C'est parce que le Mali fait partie normalement de la CEDEAO. Et donc, l'institution d'intégration régionale dit, mais si vous ne vous comportez pas bien dans vos rapports avec la Côte d'Ivoire, nous allons prendre des sanctions à votre endroit, alors que ce n'est pas la raison pour laquelle les États se sont mis ensemble dans cet espace de la CEDEAO. Et donc, nous avons une situation assez problématique par rapport au mandat de la CEDEAO et aussi problématique par rapport au caractère objectif des décisions de la CEDEAO, ce qui a été ressorti correctement. Si je comprends bien, on peut laisser ce type de débat de côté, mais on peut se mettre ensemble pour lutter contre le terrorisme. Ce qui est très important. Oui, parce que cette question... Donc la question des 46 soldats ivoiriens, ce n'est pas une question de sécurité. Vous avez parlé de sécurité nationale, ce n'est pas une question de sécurité. Ce n'est pas une question de sécurité régionale. C'est une question de sécurité nationale. Nationale parce que le Mali, ça pose un problème de sécurité au Mali. Et de l'autre côté, ça pose un problème probablement de sécurité à la Côte d'Ivoire. Donc potentiellement, ça ne peut pas être à la base d'une tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali qui pourrait déboucher sur des échauffourées. Une tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali, ça continue d'être bilatéral. Donc la CEDEAO ne peut pas s'impliquer dans ce... La CEDEAO n'a pas mandat. C'est pas qu'elle ne peut pas. Oui. La preuve, elle le fait. Elle a cette possibilité. Mais ce n'est pas censé être une priorité pour la CEDEAO jusqu'à lui permettre d'utiliser des ultimatums. Elle doit plutôt chercher à trouver les meilleures stratégies pour ramener les deux acteurs à de meilleurs sentiments. Parce que ce qui est clair et net, la Côte d'Ivoire a des éléments que le Mali veut avoir. Le Mali a des soldats que la Côte d'Ivoire veut retrouver. Et donc, normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir, discuter et voir ce qu'on va faire pour que les choses reviennent sur place. Amjad Abdoulaye. Je pense que le sujet a été assez vidé. On s'entend sur un fait. La CEDEAO n'a pas les prérogatives pour faire ce type d'injonction à un État souverain, un État qui est censé régler ses problèmes à son niveau, à sa façon. Et on parlait de l'aspect juridique, mais si, et je vais m'épancher un peu sur ce que vient de dire mon confrère tout à l'heure en disant que c'était une erreur. C'est pas une erreur. Le Mali proposant comme monnaie d'échange les 46 soldats contre d'autres personnalités politiques qui se seraient réfugiées en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est la version qu'on a. Est-ce que c'est seulement ça ou bien il y a d'autres choses en dessous? On ne sait pas. Mais c'est pas une erreur parce que ça se fait. Et mon confrère a bien fait de le rappeler. Il y a quelques jours, la basketteuse a été échangée. Et ça se fait continuellement dans oui, mais la seule différence, c'est que ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne sont pas prisonniers. Non, peut-être la seule différence... Oui, ça c'est une différence notable. Là, vous parlez d'échange de prisonniers. Peut-être ceux qui sont en Côte d'Ivoire ne sont pas prisonniers. Ils sont en exil. Et d'ailleurs, aux dernières nouvelles, ils n'y sont même plus. Ils n'y sont même plus. Qu'on les emprisonne, qu'on leur applique les peines. Ils n'y sont même plus. Prisonniers. Oui, bon, non, on peut raisonner ainsi. Bon, quand on compare les deux cas ne sont pas exactement pareils. J'aimerais peut-être mieux voir
voir avec... Non, moi, c'est pas de moi qu'il s'agit. Orange, vert, blanc. Mais non, de moi qu'il non, s'agit. non, pour être plus sérieux, non, c'est des choses qui se font et si ça se fait, bah, on va pas leur en vouloir. Ils essaient de trouver une sortie simple. Mais si ça ne s'est pas fait, c'est que la Côte d'Ivoire a la légitimité de dire aussi non. Quant à la nationalité de ces 46, ça porte aussi polémique parce que on ne sait pas s'ils sont vraiment des Ivoiriens et on a entendu parler des militaires d'origine libérienne et tout ça. Donc je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas plus des soldats de la CEDEAO, d'où une implication hein? Bon, je ne vais pas le dire, mais ça s'y apparente quand même. Et si la CEDEAO force autant aussi, est-ce qu'il n'y a pas derrière le rideau des arguments qu'on nous cache? Mais ce qui est certain, c'est que le Mali est dans la légitimité de dire non à cette proposition ou à cette injonction de la CEDEAO. Le Mali est un État souverain. Le Mali peut dire non. Et je crois que la CEDEAO, arrivée à ce stade-là, se décrédibilise complètement. Et si demain ou après-demain, le Mali sort de cette CEDEAO, on ne doit pas être surpris. Voilà. On va peut-être embrayer sur le second sujet. C'est du même acabit. Oui, finalement, mais pourquoi n'exclut-on pas le Mali alors de la CEDEAO? Ça serait plus compréhensible. Et encore que, bon, maintenant. Et puis, pendant que le Bénin et le Nigeria avaient maille à partir au sujet de leurs frontières, la fermeture unilatérale frontière peut s'apparenter à du blocus et à la limite à une espèce de déclaration de guerre. Et où a-t-on vu la CEDEAO? Où a-t-on vu les injonctions de la CEDEAO? Et j'en passe sur beaucoup d'autres situations. Non, je crois qu'il faut savoir raison garder et retrouver d'autres canaux, réinventer en tout cas la démarche, parce que toutes les missions de médiation qui ont été envoyées, déclare-t-on par là qu'elles ont échoué, qu'elles deviennent inopérantes et caduques. Et ma foi, la CEDEAO est réellement en manque d'inventivité et finalement de crédibilité. Je ne le souhaite pas, mais il faut pouvoir rattraper ça. Et ça m'étonnerait que des présidents comme celui du Togo, qui était fortement dans la médiation, voire le président Nana Akufo, qui était un faucon au début et s'est voulu Colombe. Quelles sont les positions portées par certains chefs d'État au sein de la CEDEAO? Est-ce vraiment une bande d'unanimité silencieuse, enfin je ne sais pas, même sur la force, la fameuse force dont on parle. Non, j'y crois pas. Si c'est ça l'objectif déclaré, franchement, c'est encore un... Vous n'y croyez pas? Non, c'est pas sérieux. Ça fait syndicat des chefs d'État. C'est encore pire que l'Union africaine ou sa devancière, l'Organisation de l'Unité africaine. Je crois que la CEDEAO est en train de dilapider le peu de crédit qu'elle avait essayé de se constituer au début des années 2000 et même avec l'ECOMOG dans un passé récent. On aurait pu construire sur autre chose, mais en s'enfermant comme elle fait pour sortir ce genre d'oukase ou bien de pétition de principe, elle convainc qui? On a bien vu, même par rapport au Mali, quand il s'agissait d'être solidaire du Mali, de l'aider en 2012 au début des attaques terroristes, on a vu que la CEDEAO ne pouvait pas aller bien loin. C'était par des moyens de fortune, par la route, avec des camions qui tombaient en panne, qu'on a essayé d'acheminer avec les moyens qu'ils avaient. Ah oui, qu'ils avec avaient. Les moyens qu'ils avaient. J'attends de voir les moyens qu'ils vont mettre en œuvre pour stopper les coups d'État un peu partout, alors qu'ils gagneraient plus à travailler sur les indicateurs de la bonne gouvernance pour amener leur collègue chef d'État. C'est la société civile qui parle. Absolument, oui, à la limite. Merci pour le procès d'intention. Non, c'est pas le procès d'intention. Bon, j'assume. Et la CEDEAO, se faisant même, s'éloigne de la société civile avec laquelle elle avait commencé à nouer un partenariat exigeant sur les principes qui sont sur la table. Peut-être qu'on peut rétorquer à M. Ataï Guédagbe qu'en temps des soldats de cette même CEDEAO ont donné leur vie pour ce même Mali. Certains sont décédés en temps en allant défendre ce pays et que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir et que on ne peut pas dire que la CEDEAO a été inopérante. J'adhère à votre conclusion, mais les décisions me laissent sceptique. Sinon. Oui, une force pour prévenir les coups d'État.
Si ma compréhension est bonne. Pas pour prévenir les coups d'État. Pour faire face au coup d'État. C'est impressionnant de voir comment est-ce qu'on pense le caractère faisabilité de cette force. Parce que pour pouvoir faire face au coup d'État, il faut déjà les identifier, il faut déjà voir le coup d'État venir et maintenant mettre en place la force, cibler le pays, déployer la force. Comment est-ce qu'on va concevoir cette force, l'aspect financier, le matériel, tout cela. Déjà, pour donner de l'eau à votre moulin, il y a un précédent, le président en exercice de l'Union africaine, le Bissau. Oui, en tout cas, selon que vous serez faible ou fort au niveau des relations internationales. Le Bissau guinéen. Peut-être que c'est parce que c'est la Guinée-Bissau, mais bon, vous parlez de cas, bon, il suffit d'un contingent sénégalais ivoirien pour le prévenir. Oui, un contingent sénégalais. Oui. Mais est-ce que ce contingent sénégalais est une force de la CEDEAO? Non, exactement, vous posez la question de la faisabilité. Donc je vous donne des indices que ça peut se faire, que ça s'est déjà fait. Non, si un pays peut le faire, les autres peuvent le faire. C'est ça, au fait, la préoccupation. Si un pays le fait, est-ce qu'il s'agit de la CEDEAO qui le fait? Si un pays le fait, quel est l'intérêt de ce pays et comment est-ce qu'on peut se prévaloir d'avoir une force de la CEDEAO qui puisse prévenir les coups d'État? Maintenant, est-ce que les coups d'État constituent une menace? Non, pas prévenir. Du moins, faire face. Les coups d'État. Faire face. Oui. Je pense qu'une fois que les coups d'État sont arrivés, mais bon, oui, mais la question c'est, est-ce que les coups d'État aujourd'hui peuvent être considérés comme une menace sécuritaire en Afrique de l'Ouest ou plutôt comme un indice de la nécessité de revoir la stabilité politique en Afrique de l'Ouest? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de traiter, pourquoi est-ce qu'ils sont en train de traiter les coups d'État comme un problème? Je vous rappelle que sur ce même plateau, quand ça s'est arrivé au Mali, au Burkina, on s'est posé la question à qui le tout? Oui, on s'est posé la question à qui le tout? Il y a une dynamique, donc. Parce qu'il y a une dynamique. Parce que la CEDEAO se refuse à regarder les éléments d'alerte précoce qui sont à sa portée. Je réponds à votre question. Et de traiter en amont les questions. Si on se pose la question de à qui le tout, c'est qu'il y a une préoccupation. Et que la préoccupation parce qu'il y a des n'est pas bien indicateurs. saisie. Exactement, parce qu'il y a des indicateurs qui montrent que la stabilité politique nécessaire pour qu'on ne pense pas à mener des coups d'État semble ne pas exister. Et que souvent les leaderships ferment les yeux sur ces indices jusqu'à ce que... Parce que le coup d'État, c'est quoi? On pourra parler de la manifestation, c'est lorsque, si vous prenez le cas médical, c'est lorsque le cancer est arrivé à phase terminale qu'on voit le coup d'État. Et donc ça veut dire qu'on ne peut plus normalement aller contre ce fait-là. Et cette force devrait être en train de réfléchir. On aurait pu même accepter qu'on parle d'une force contre la montée du terrorisme, qui est un vrai problème. Un problème auquel il faut trouver une solution. À la décharge de la CEDEAO, l'initiative d'Accra pense à cette force. Oui, mais on aurait mieux renforcer. Préféré de la CEDEAO un soutien à l'initiative d'Accra pour même être une espèce d'alternative à la force en attente de la CEDEAO. La CEDEAO nous doit des comptes par rapport à tout ce qui avait été dit, par rapport à la force ouest-africaine, par rapport à la force en attente, à l'état-major, à toutes ces réunions budgétivores en cas, qui ont consommé des fonds, qui font même que un pays comme le Burkina veut se délier de tout ça. Pour finir, la bonne gouvernance, c'est la solution. Si on veut faire face au coup d'État, bonne gouvernance. Élisons Joël Ataï Guédébé. Juste pour finir, Hamzat Abdoulaye, Élisons Joël Ataï Guédébé. Il est candidat à rien. On disait tantôt, c'est bien, mais on disait tantôt que les coups d'État ralentissent le développement de nos États en Afrique. Est-ce que c'est vrai? Avec du recul, je pense que il y a lieu de douter, parce que les coups d'État ont quand même réglé un problème précis, celui de la mauvaise gouvernance, celui de la corruption, celui de la gabegie financière. Donc, oui, on peut l'analyser sous différents angles, mais ce qui est certain, c'est que les coups d'État ne sont toujours pas noirs. Quand je prends l'exemple du Burkina ou du Mali, eh bien ça a quand même permis à ces États de sortir du bourbier. Dans lequel ils étaient enfoncés politiques. Je vais m'y pencher une prochaine fois. Mais pour l'instant... Moi, je veux bien savoir. Moi, je veux comprendre. Je suis obligé de vous donner le chance pour que nos téléspectateurs comprennent. Je veux comprendre. Je prends le mauvais rôle, mais bon, je vous pose la question. De quel bourbier? Vous parlez de quel bourbier? Le Burkina est sorti de quel bourbier avec le coup d'État? J'ai parlé du Burkina et du Mali, par exemple. Oui, le Mali, quand Ibeka était au lutte pouvoir... contre la corruption.
quand Ibeka était au pouvoir, la corruption était galopante. Vous avez vu son fils dépenser, alors que son peuple souffre, alors que la sécurité du Mali était menacée. Quant au Burkina, je vais y arriver progressivement. Quant au Burkina, il y avait une sécurité qui était défaillante. Il y avait un État qui était, je vais dire, en faillite, quasiment. Mais je vais finir en quelques secondes. Au Burkina, je voudrais ajouter, par exemple, qu'il y a le fameux rapport sur disons, on va dire, ce meurtre de masse qui a eu et qui a précipité la chute de Macron Kaboré. En réalité, qui a démenti tout ce qu'on avait dit à ce sujet-là, qui a démenti pratiquement tout ce qu'on avait dit à ce sujet, c'est-à-dire que les militaires ont été bien payés, il n'y avait pas de rupture d'approvisionnement, il n'y avait absolument rien. Vous parlez de corruption, ce rapport a balayé depuis temps blanc tout ce qu'on avait dit. Je veux bien savoir qui a rédigé ce rapport. Est-ce que ce rapport n'est pas coloré? C'est une autre question. Mais je vais y arriver au bout de mon intervention. Je t'ai entendu dire, on parle des coups d'État, mais qu'en est-il des coups constitutionnels? Personne n'en parle des coups constitutionnels, personne n'en parle. Et parmi ces chefs d'État qui bombent le torse dans cette même CEDEAO, il y en a qui sont au 3e mandat. Il y en a qui ont marché sur la Constitution. Alors, on va parler des coups d'État et on laisse de côté les coups constitutionnels. Pour le pays. C'est terrible ce qui se passe. Et cette CEDEAO se décrédibilise de plus en plus. Perdre la masse, c'est une chose, mais perdre de l'autre côté les institutions qui vous soutiennent, c'est pire. Et je vais finir pour dire, la CEDEAO n'y est pas du tout. Dans ce contexte, la CEDEAO n'y est pas. Créer une force pour lutter contre le djihadisme, je suis encore d'accord, je suis encore réceptif. Enfin, faudrait-il avoir les moyens? La CEDEAO n'a pas de moyens. Quand il s'agit de réunir les moyens, réunir les fonds, il faut toujours faire appel à l'extérieur, il faut toujours faire appel à celui qui tire les ficelles derrière. Et là, nous sommes dans un flou complet. La CEDEAO n'y est pas. Oui, c'est pas pour demain cette force parce que là, je peux oser dire quand même que vous noircissez le tableau à souhait. Je suis obligé de prendre la défense de la CEDEAO pour l'initiative d'Accra. Patrice Talon a dit non. Pas de financement extérieur. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une évolution. L'initiative d'Accra, peut-être même sous l'impulsion du président Talon, ne refuse pas le soutien de l'étranger. Actuellement, c'est le Burkina qui est en train de refuser, qui cherche à la fois le beurre et l'argent du beurre. Oui, refuser dans le même temps et souhaite que la France... il y a une mise à jour de beaucoup d'approches dans nos pays à faire. Et bon, on ne va pas revenir particulièrement au Bénin. On va pas faire mais ce débat. L'initiative d'Accra a quand même besoin davantage d'attention des uns et des autres pour structurer quelque chose. Pour ne pas être chez 5 Sahel bis. Tout à fait, tirer les leçons au moins Non, on peut éviter ça. On peut éviter ça. Amzad Abdoulaye, on ne fait que dire qu'on peut. Amzad Abdoulaye, je vous remercie pour votre pessimisme ambiant. Je rappelle que vous êtes analyste. Je rappelle que vous êtes analyste politique et géopolitique. Merci. C'est une analyse, bon, on ne peut pas dire que ce soit factuel, c'est une projection. Merci, Joël Ataïgadegbe, expert en gouvernance et ponte de la société civile. On a bien vu ce penchant ce soir. Et Morgane Assogba Mentondi, analyste géopolitique et collaborateur à l'Institut de formation et de recherche pour la paix et la sécurité internationale. Merci à toutes et tous qui nous avaient suivis et rendez-vous vendredi prochain.